Je suis le premier joueur sénégalais de l'histoire à gagner le premier et le deuxième ballon d'or. Quand tu es gaulé comme moi, quand tu es beau comme moi, les gens ils ont toujours quelque chose à dire, mais je dirais que c'est comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie du Golden Boy, 2 fois ballon d'or sans forcer. The one and only El Hadji Diouf in the whole world. Quand Pape Samba est arrivé, je lui ai dit, ramène-moi, je vais réussir et on va parler de moi. Parce que les gens ne voulaient pas me donner la place que je méritais et que comme je dis, on m'a rien donné dans ma vie. J'étais là pour écrire mon histoire et aujourd'hui, le président, il a été élu par le peuple et El Hadji Diouf a été élu par le bon Dieu. Bonjour à tous les mordus, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, accro ouvert. Merci pour tout ce que vous avez fait les gars, pour les messages, etc. par rapport à la dernière vidéo, ça fait plaisir. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie du Golden Boy, 2 fois ballon d'or sans forcer, monsieur El Hadji Diouf les gars. Voilà, et là du coup on va te laisser te présenter. Je dois me présenter encore. Il paraît qu'on m'appelle l'homme qui ne se présente plus. The one and only El Hadji Diouf in the whole world. Il est présent les gars dans la maison. C'est parti, on va commencer. Déjà on va parler un peu de ton enfance. Comment ça s'est passé? Où tu as grandi et d'où tu viens? Je suis de Saint-Louis, né à Dakar, parti à Saint-Louis très tôt. Et je peux dire que je suis plus Saint-Louisien dans l'âme. Je suis même plus Saint-Louisien que Sénégalais. Ok. Donc, pour vous dire que je suis de Saint-Louis, j'ai grandi avec ma grand-mère. Ma mère était avec son mari, j'étais avec mon grand-père et ma grand-mère. C'était pas aussi facile. Ma grand-mère vendait des cacahuètes dans la rue pour subvenir à ses besoins et à nos besoins. Et c'était vraiment dur. Et je vivais avec mon grand frère qui s'appelle Laïnia, qui est maintenant en Suisse, que tout le monde connaît au Sénégal. Tous ceux qui me connaissent que Laï, c'est une partie de moi. Et comme je dis, j'étais avec ma grand-mère, c'était vraiment dur. Et il y avait deux options. Soit je continue les études, j'étais bon, ou raccourcir le projet et surtout la route, c'est d'aller tout de suite voir vers le football. Et c'est ce qui m'a réussi, c'est ce qui a fait aujourd'hui que le monde entier me connaît, c'est ce qui a fait aujourd'hui ma carrière, ma vie. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui que mes parents sont fiers de moi, mon pays, mon continent, les amoureux du football. Et surtout ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai pu faire plaisir à ma grand-mère et mon grand-père qui se sont donnés corps et âme pour m'éduquer, pour mon éducation. Incroyable, incroyable. Du coup, comment ça arrivé ce lien avec le football? Au début, ils ne voulaient pas que je joue au foot parce qu'il faut se dire dans les années 2000, 90, 2000, surtout les Sénégalais avaient une seule vision, c'est d'être un technocrate et un intellectuel. Parce que c'est l'éducation qu'on a eue depuis l'indépendance avec notre très cher président, M. Léopold Sédar Senghor, qui a tout donné à son pays, qui nous a éduqués dans une formation d'intellectuels et de technocrates. Au début, mes parents voulaient que je continue les études. Mes grands-parents voulaient que j'aille à l'école parce que j'étais pas mal du tout. J'étais intelligent et tout ce qu'ils voulaient que j'aille au bout, être demain un cadre de ce pays. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Simple. Je suis allé à l'école parce que je savais que pour réussir dans la vie aussi, il faut avoir un peu d'éducation et surtout savoir le minimum. Après 2-3 ans, quand j'avais 14-15 ans, tout de suite je pensais à jouer au football parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque aussi, on avait des tournois qui s'appelaient Semaine de la jeunesse et UASU. UASU, c'est les tournois d'école, les tournois inter-écoles où j'ai été nommé meilleur joueur et à l'époque je jouais stopper, je jouais même pas encore milieu de terrain ni attaquant. Et j'ai été élu meilleur joueur de Saint-Louis en tant que stopper avec mon école Amadou Farambouch. On a tout raflé, on a tout gagné. On est venu à Dakar. Pareil, on avait tout gagné. Tout de suite après, j'ai eu la chance de faire les tournois de la Semaine de la Jeunesse, qui est présidée par le président de la République. La Semaine de la Jeunesse, c'est les villes qui se rencontrent, toutes les villes du Sénégal. Et Saint-Louis, on avait une équipe, tout le monde sait que Saint-Louis, c'est un grenier de footballeurs. La preuve, je l'ai toujours dit, l'un des meilleurs joueurs que j'ai jamais vu de ma vie, c'est Mactar Ndiaye, quelqu'un avec qui j'ai grandi, qui a joué à Rennes, qui a été formé à Rennes, qui a joué ici en France, dans le championnat de France. On avait une équipe extraordinaire. Pareil, on est venu à Dakar avec notre ville Saint-Louis. On a tout rappelé et j'ai été élu le meilleur jeune joueur et c'est là qu'après je suis parti en France pour revenir à ce que tu m'avais posé comme question. Mes grands-parents ne voulaient pas que je joue au foot parce que le foot ne payait pas et qu'ils ne connaissaient pas aussi ce que le foot pouvait rapporter. Ils voulaient que je sois menuisier ou mécanicien. Ils m'ont mis dans des ateliers menuisiers, j'ai fugué. Ils m'ont mis dans des ateliers mécaniciens, j'ai fugué aussi pour faire ma passion. Aujourd'hui, je peux dire que c'était pas du temps perdu.
le fait de fuguer, de partir, parce que j'avais envie de vivre ma passion, j'avais envie de leur faire plaisir, j'avais envie d'écrire mon propre histoire et d'être l'une des personnes de sa génération les plus célèbres. Et je crois que j'ai été personnalité africaine de l'année devant le président Nelson Mandela en 2001 et en 2002. Donc pour vous dire que moi, j'aime pas le temps perdu et je crois que ce que j'ai fait pour ne pas suivre ce que mes grands-parents voulaient que je fasse, c'était pas du temps perdu et je l'ai réussi. Et je me rappelle même, après la Coupe du Monde, quand tout le monde parlait de moi, ma grand-mère se disait « c'est qui ce gamin qu'on parlait à chaque fois ?» Ils ne croyaient même pas que c'était moi. Pour dire aux enfants, aux futures générations, on peut dire non aux parents, mais sans s'engueuler, sans se prendre la tête avec les parents. Mais si on a un rêve à poursuivre, on peut le poursuivre poliment et normalement, correctement pour y réussir. Et je crois que c'est ce que j'ai fait. Et je ne cesserai jamais de remercier mes patrons de l'époque qui sont plus là, que ce soit Fallou Diop, avec qui j'ai gardé jusqu'à sa disparition de bonnes relations. Et j'ai réussi mon coup en disant non poliment et correctement à mes grands-parents pour pouvoir les aider et pour que mes parents soient fiers de moi. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, à l'issue de ces tournois, tu as été élu meilleur joueur, tu te fais repérer, après ça tu pars en France. Je suis parti en France, ça c'est la première fois quand même, je vais le raconter. Je suis parti en France, comme les Anglais le disent, don't wait, think happen, making things happen. N'attends pas que quelque chose se passe, c'est à toi de faire que les choses doivent se passer. Okay. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un agent qui s'appelle Papsa Mambao, que je remercie de passage, c'est lui qui a fait ma vie, c'est lui qui m'a amené en Europe, qui était venu chercher Makhtar Ndiaye. Et moi, on m'avait soufflé ça, mais quand j'étais enfant aussi, j'étais un enfant terrible. J'étais quelqu'un qui n'était pas facile, à vivre et j'avais la rage et je voulais coûte que coûte réussir dans n'importe quel domaine. Et c'est pour ça qu'au quartier, je me faisais respecter, comme vous le faites maintenant dans votre quartier aussi, dans votre cité, comme vous dites. Quand Pape est venu pour prendre Makhtar Ndiaye, je suis allé le voir, je lui ai dit, grand frère, ramène-moi, c'est moi je vais réussir. Et on va entendre parler de moi. Et il s'est dit que ce petit-là, il est fou. Et il y a des gens même autour qui lui ont dit que ce petit, il est fou, et il est ingérable, on ne peut pas le gérer, c'est quelqu'un de très caractériel. Quand il a quelque chose en tête, il va le faire. La preuve, quand il a envie de taper quelqu'un dans le quartier même, on peut dire non, mais il va le faire. Et c'est le caractère que j'ai toujours eu jusqu'à présent et qui m'a aidé à réussir. Donc, quand Pape Samba est arrivé, je lui ai dit, ramène-moi, je vais réussir et on va parler de moi. Et Pape Samba ne me croyait pas. Et après, il y a un de ses amis, je ne me rappelle plus de son nom, il n'est plus là, il est disparu, il est parti aussi, paix à son âme. Je lui ai dit, amène ce petit, je vois en lui quelque chose que je ne vois pas de tous les jours que je t'ai vu amener. Et d'autant plus que c'est Pape Samba qui a amené les meilleurs joueurs africains à l'époque, dont Taribo West, Yebo, même il me parlait de Djidji Okocha, autant. Donc pour vous dire que Pape connaissait très bien son métier et c'était l'un des meilleurs managers à l'époque de son temps. Il m'a ramené à Lens pour faire des tests. Lens, ils ne nous ont pas pris, moi et Makhtar. Et nous, on s'était dit, on pleurait dans la chambre en se disant que c'est fini. On nous a donné une chance, on ne l'a pas réussi. Et on l'a appelé pour lui dire, donne-nous encore une autre chance. Il nous a amenés à Sochaux, tous les deux. Et c'est là que j'ai réussi mes tests à Sochaux, où je suis rentré au centre de formation avec une très bonne génération à l'époque. Donc Kamel Meriem, Daniel Liboya, Pierre-Alain Fro, Pedretti. On se régalait chaque samedi, chaque dimanche au centre de formation. Et je crois qu'on était l'une des meilleures équipes de formation à mon époque. Et j'ai passé mes concours, mes tests, en étant stopper aussi à Sochaux. Quand je rentre au centre de formation, je suis rentré en tant que stopper. Okay. Et c'est là que, un jour, on jouait contre Besançon, on perdait 3-0. J'ai demandé à l'entraîneur Francis Gillot de jouer devant. Je vais devant et je marque 5 buts. Et depuis lors, je ne suis plus redescendu pour jouer défenseur central. Et avant ça aussi, il ne faut pas oublier aussi que l'équipe du Sénégal, j'étais sélectionné en jeune, en moins de 14-15 ans. Tout ça, j'étais à Saint-Louis. Parce qu'avant, pour être sélectionné, c'est pas comme maintenant. Il fallait que les DTN, le ministère des Sports avait des DTN dans chaque ville et c'était les DTN qui envoyaient les petits. Okay. On était au moins 40 ou 50. On faisait les pré-tests et après, on prenait des jeunes joueurs, soit 23, 25, qui m'ont représenté le Sénégal en Coupe d'Afrique des jeunes moins de 14 ans. Et là, j'ai été refoulé
parce que l'entraîneur à l'époque me disait que j'étais pas prêt, j'étais pas bon. Et je me rappelle que ça m'avait fait mal. Et tout ça, je l'avais gardé dans ma tête. Et quand je suis arrivé en France, je vais dire que le jour que les Sénégalais vont me voir, ils verront un autre El Hadji Diouf et ils verront quelqu'un qui va écrire son histoire et l'histoire de son pays aussi. Et du coup, là, tu nous as parlé de ton arrivée en France. Comment t'as vécu ce changement, sachant que tu viens de Saint-Louis, au Sénégal, il fait chaud, etc. Tu arrives en France, à Sochaux. Le centre de formation, c'était toujours c'était dans le château, là? Non, c'était pas encore dans le c'est château. grâce à moi qu'ils ont acheté le château. Parce que c'est moi qu'ils ont vendu à Rennes. Ouais. Pour acheter les châteaux. Mais je dirais que, parce que les Camels sont restés, les Daniel, moi je suis parti tout de suite à Rennes. Okay. Rennes, ils ont payé une somme folle parce que ils avaient vendu Wiltord à Bordeaux et maintenant il fallait que quelqu'un remplace Wiltord et c'était moi. Et j'étais entre Bordeaux et Rennes. Okay. Bordeaux me voulait, Eli Bob m'appelait de là, et Paul Le Guen m'appelait de l'autre côté aussi, et avec mes agents, Alex Christic et tout ça. À la dernière minute, Bordeaux, comme j'avais mis du temps à répondre, Bordeaux, ils ont pris Wiltord, et moi je suis parti à Rennes. Mais ma venue en France, j'étais pas quelqu'un qui gambargeait ou bien qui disait, est-ce que j'aurais un temps d'adaptation et tout ça, non. Moi, je voyais seulement la réussite au bout. Tout ce qui était devant moi, c'était la réussite que je voyais au bout. Comment je vais réussir, comment je vais être l'un des meilleurs joueurs au monde. Je faisais abstraction à tout et pour réussir. Et c'était ça mon objectif ou mon but principal. C'est pour ça que je ne peux pas me rappeler de tout ce qui s'est passé parce que tout a été très vite. Je suis venu au centre de formation. Tout de suite, ils m'ont donné, en plus sans papier. Je suis venu, mes papiers étaient finis et il fallait que je reste au centre jusqu'à l'été pour repartir au Sénégal, faire mes papiers. Et comme j'ai dit, tout est parti très vite. Je me suis dit que je vais pas rester au centre de formation le plus longtemps possible. Je veux être le meilleur jeune joueur de France. Et la France a tout fait aussi pour que je puisse jouer en équipe nationale. Ouais, ça, et j'ai toujours dit à mes grands-parents que quand je reviendrai, c'est pour jouer en équipe du Sénégal et être un des cadres de cette équipe-là. Et pourquoi pas être un des meilleurs joueurs de l'histoire du football sénégalais. Et je crois que c'est ça qui est important. Du coup, tu passes professionnel. Ta carrière, elle est marquée par des hauts et des bas. Mais lors de ta première saison, du coup, tu fais déjà Impact. Comment elle se passe, du coup, ta première saison en Ligue 1? D'abord, ma première saison en Ligue 1, c'était avec Sochaux. Et c'était Philippe Anziani qui était le coach. Il venait de virer Farouk Hadjibedjik. Et moi, j'étais au centre de formation. Un jour, l'entraîneur m'appelle pour me dire que demain, je passe m'entraîner avec les pros. Et on préparait un match contre Nancy. Nancy-Lorraine, qui était une très bonne équipe à l'époque de ce championnat. Et je suis monté le même jour avec Kamel Meriem. Kamel a joué titulaire et moi, j'étais remplaçant. Et je suis rentré, j'ai raté un but immanquable. Et je me rappelle, je me suis dit que ma carrière était foutue. Je n'avais pas le droit de rater cette occasion-là. Et tout le monde en parlait, tout le monde se moquait de moi au centre de formation. Et peut-être que c'était la pression de l'époque. Un jeune joueur qui rentre et je suis rentré 15 à 20 minutes. J'ai fait un bon match, mais j'avais raté une occasion immanquable. Et voilà. Et Philippe Anziani avait cru en moi. Il m'a donné beaucoup de chances et d'opportunités pour rester avec le groupe. Après, on est parti à Bordeaux. À Bordeaux, j'ai été titulaire, j'ai fait un très grand match. Et depuis lors, je suis resté à Sochaux. J'ai joué 15 matchs avec l'équipe professionnelle. Ça marchait super bien. La fin de saison, Sochaux voulait me garder et moi, je ne voulais pas rester parce qu'on est descendu en D2. Même nous, quand on était en équipe première, on était déjà descendu. Et avec Kamel, on est resté avec l'équipe. Kamel, il y avait d'autres équipes qui le voulaient aussi, comme moi. Mais moi, j'avais dit que je partais. Kamel, c'était plus facile pour lui parce que ses parents habitaient là-bas. Il était là-bas. Et moi, il fallait que j'aille quelque part pour monnayer mon talent d'abord. Il y avait les parents, les grands-parents qui étaient de l'autre côté, qui attendaient. Et il fallait que je fasse vite. Et c'est là que je suis parti à Rennes. Et j'ai fait 15 matchs. Ça se passait super bien. Je suis parti à Rennes. Et Rennes, on avait une grosse équipe. Une très grosse équipe. Et on jouait pour la première fois la Coupe d'Europe. Rennes jouait la Coupe de l'UEFA pour la première fois. Et on avait une équipe de malades avec Shaban Inonda, Christian Bassila, David Sommeil, Bigné Johan, Frédéric Bardon, Gava. Et on avait une équipe de malades. Et tout le monde nous attendait jouer les 3 premiers et on n'avait pas, cette année-là, on avait échoué parce qu'on avait fini 10e ou 11e. Avec l'équipe qu'on avait, on pouvait titiller n'importe quelle grande équipe. Et on avait le gardien de l'équipe de France à l'époque, qui s'appelait Revo aussi, qui était avec nous. On avait une très bonne équipe. Et après Rennes, comme tu dis, il y avait eu des hauts et des bas. C'est là que j'ai fait mon accident de voiture. Et tout de suite après, le club a essayé de me vendre ou de me prêter le plus rapidement possible.
possible en se disant que lui, il n'a pas la tête au football. Et j'étais jeune aussi, je me rappelle. Je venais de gagner de l'argent, comme tout le monde. Je pensais à m'amuser, à prendre des voitures par-ci, par-là. Mais je ne demande pas à la nouvelle génération de faire ce que j'ai fait. Faites tout ce que j'ai fait de bien. Mais je crois que aussi, je n'ai pas fait des choses mauvaises parce que, comme le disait Tupac, j'ai toujours appris de mes erreurs. C'est pour ça que j'ai jamais perdu, c'est pour ça que je suis allé loin. Quand Rennes, ils ont voulu me prêter, il n'y avait rien à faire, je suis allé voir Paul Le Guen, pour lui dire je vais rester. Je suis allé voir la direction, je vais rester, je ferai plus de bêtises, je vais penser à jouer au football. Ils ne me croyaient pas et tout de suite, ils m'ont prêté à Lens. Et à Lens, avant de partir à Lens, ils voulaient me prêter à Toulouse. Je suis parti à Toulouse. Au moment de signer, je me rappelle Roland Courbis qui appelle mon agent pour lui dire qu'est-ce qu'il fait là-bas. Parce que la veille, il y avait un match amical à Saint-Malo, Rennes contre Lens, et je rentre à la mi-temps et je marque 2 buts contre Lens, un match amical. Et c'est là que Courbis avait appelé tout de suite après, le lendemain, pour dire à Stéphane Canard, Ali Rachidi et Alex Christic, qu'est-ce que Eladj va faire qu'est-ce qu'il fait à Toulouse? Il doit revenir à Lens. On a besoin de lui. C'est un joueur qui a besoin d'avoir des grands supporters, des très bons supporters. Et quand Lens m'a appelé, tout de suite, je suis parti là-bas et j'ai signé mon contrat. Et je crois que le début de l'aventure, le début de Djoufi, le début de ma carrière, de la grande carrière que j'ai fait, c'est grâce à Lens, son entourage qui ressemble à l'entourage africain, avec un président, Gervais Martel, qui m'a tout donné, un ami, un papa, quelqu'un qui me comprenait. Et il ne faut pas oublier aussi qu'à Rennes, c'est là-bas que j'ai joué ma première Coupe d'Europe, la Coupe de l'UEFA, et mon premier match, cerise sur le gâteau, c'était contre la Juventus, le grand Juventus. Zinedine Zidane, Del Piero, Inzaghi, tous ces grands joueurs-là. Moi, j'étais encore un gamin, 19 ans, 20 ans, et j'ai joué contre eux. Et à Rennes, j'étais homme du match. Voilà. Mais ma carrière a commencé à Lens, où vraiment que le monde commençait à me connaître. Mais je ne cesserai jamais de remercier toutes les équipes, partout où je suis passé, parce que c'était des étapes. Que ce soit des hauts ou des bas, le plus important, c'est que la fin était magnifique. Du coup, là, justement, tu viens de nous expliquer que tu as joué contre Zidane, Del Piero, etc. Mais quel joueur dans ta carrière t'a vraiment marqué, impressionné, vraiment au point de te dire que ce joueur-là, c'était vraiment le top joueur? Moi, quand j'étais petit, je voulais ressembler à Risto Stoichkov. Je ne sais pas ce que vous l'appelez parce que vous êtes des jeunes encore. Risto Stoichkov, c'était le grand Barcelone avec Romario, Risto Stoichkov, Nadal, Sergi, Baquero, la grande équipe de Barça que le Milan avait laminé 5-0 en finale de la Coupe de la Champions League avec Marcel Desailly, le grand Milan, avec Rijkaard, Gullit, tout ça. J'étais encore au centre de formation de Sochaux et j'ai rêvé de devenir Stoichkov, quelqu'un qui était caractériel, quelqu'un qui était très fort. Et après, j'ai changé de joueur, j'ai voulu devenir Romario. Et c'est grâce à Romario que je mets le numéro 11. C'est pour ça que je suis fan de Barça jusqu'à présent. Mais le joueur qui m'a le plus marqué dans ma jeune carrière internationale, c'est Romario. Il y a 2 joueurs qui m'ont marqué. Il y a Romario par son talent et il y a Jules Bocandé par son amour pour le Sénégal. C'était le joueur phare, c'était la star de l'équipe du Sénégal, Jules François Bocandé, à qui j'ai voulu ressembler pour sa grinta et surtout pour son amour pour le Sénégal, à vouloir toujours amener le Sénégal en Coupe d'Afrique et être le meilleur joueur sénégalais. On va en venir du coup au Sénégal. Tu passes, comme tu dis, du coup, tu passes à Lens, tu fais une grosse saison juste après la Coupe du Monde 2002. Moi-même, j'étais pas né, mais tout le monde la connaît parce que tout le monde a parlé de toi durant cette Coupe du Monde. Que ce soit maintenant, avant, tout le monde a parlé de toi. Comment ça se passe? Comment vous réagissez déjà au départ à la qualification? Parce que c'est une première. Déjà, c'était une grosse année. Une grosse année. Parce que quand j'étais avec Lens, quand je suis arrivé à Lens, ma première saison, on a fait une saison correcte. On vire Roland et on amène Joël Muller. Et avec Joël Muller, Joël m'a appelé, il m'a dit, écoute, je te donne des clés, fais ce que tu as envie de faire, joue, je ne te prendrai jamais la tête. Et fais ce que tu sais faire. Et on a fait une année de malade. On joue toute une saison sans perdre chez nous. On vient ici à Paris, on avait laminé Paris, Marseille, toutes les grandes équipes, Lyon, toutes les grandes équipes, on les avait laminées. On ne perd pas chez nous. Tout de suite après, il y avait les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique. Mais il faut se rappeler aussi, mon arrivée en équipe nationale du Sénégal, c'était pas Bruno Metsu qui m'avait sélectionné en premier. C'était Peter Schneider. Parce qu'à l'époque, le Sénégal avait une collaboration avec l'Allemagne. Et les entraîneurs venaient d'Allemagne. Et c'est là qu'on a pris Peter Schneider, un très grand entraîneur, quelqu'un je ne cesserai jamais de remercier aussi. Il habite toujours à Dakar, il n'y a pas plus sénégalais que lui. Et c'est Peter qui m'a fait venir en équipe du Sénégal.
on commence les éliminatoires de la Coupe du Monde et Peter se fait virer et il y a Bruno Metsu qui arrive. Et quand Bruno est arrivé, et pareil, il me fait la même chose que Joël Miller. J'ai envie de te donner les clés, j'ai envie que tu me qualifies pour la coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. Et à l'époque, il y avait un jumelage de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde. C'était les mêmes qualifications. Okay. Le premier allait en Coupe du Monde, le premier et le deuxième allaient en Coupe d'Afrique. Okay. C'était dur et on était dans un groupe de la mort avec l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, le Sénégal et la Namibie. On avait ce groupe-là et que personne ne croyait que le Sénégal allait se qualifier. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est appelés nous tous, la belle génération que tu entends, les Fadiga, Aliou Cissé, Papa Bouba Diop, à son âme, Tony Silva, Alassane Dour, Pape Thiaw, tous ces grands-là qui ont fait vivre les Sénégalais et les Africains et les amoureux du foot. On s'est appelés, on est allé au Fouquet's, on a dîné avec le coach, on a invité le coach à dîner, il est venu, on lui a dit que coach, on voulait te parler, on est là, on est des Sénégalais, on joue tous en Europe, on a envie maintenant de venir et de travailler avec vous et de faire quelque chose. C'est comme ça que ça s'est passé. Avec Lens, ça se passait super bien parce qu'on était premier du championnat du début jusqu'à la fin. Quand on perd à Lyon, le fameux dernier match, on perd le championnat à 2 points contre Lyon. Donc on perd le championnat. J'avais fait une grosse saison parce que je marque une quinzaine de buts. Je suis le deuxième ou le premier meilleur joueur devant Sonny Anderson, où vraiment que Lyon avait une équipe de malades avec Eric Carrière et tout ça. Et nous, à Lens, on avait fait une année exceptionnelle. Et après ça, je venais en équipe du Sénégal avec Bruno Metsu. On avait fait les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique, dont j'ai terminé deuxième meilleur buteur derrière l'Ivoirien Ibrahim Bakoyoko, qui marque 10 buts et moi je marque 9 buts et je qualifie pour la première fois le Sénégal en Coupe d'Afrique. Sur les 14 buts marqués, je marque les 9 et on se qualifie à la Coupe du Monde et on s'est dit que les gars, il y a la Coupe du Monde, il y a la Coupe d'Afrique. On a la possibilité d'être la génération qui va gagner la première Coupe d'Afrique pour le Sénégal. On est allé jusqu'en finale, malheureusement on a perdu contre le Grand Cameroun au tir au but de Samuel Eto'o, de Rigobert Song, de Raymond Kala, tout ça. Mais on était jeunes, fougueux, on n'a pas perdu sur le match, on n'a pas démérité, on a gardé notre équipe, on s'est dit qu'il y a une Coupe du Monde après, pourquoi pas faire ce que nos grands frères ont fait, comme les JJ Okocha, être quart de finaliste ou pourquoi pas demi-finaliste de la Coupe du Monde. Et cerise sur le gâteau, c'est que le premier match, on joue, on a la chance, parce que tout était fait. On dirait que tout était fait pour que cette génération, ou bien El Hadji Diouf, doit être mondialement connue parce que le premier match, le match le plus regardé, c'est pas la finale de la Coupe du Monde. C'est le premier match de la Coupe du Monde, le match d'ouverture, parce qu'il n'y a qu'un seul match. Donc, on joue le match d'ouverture de la Coupe du Monde. On joue contre qui? La France, qui nous a acquis. La France qui nous a donné une formation. Nous tous, on était ici. Et je me rappelle même, les journaux français disaient que le Sénégal, c'était l'équipe bis de la France. Et en se moquant de nous et tout ça, mais nous, on savait le potentiel qu'on avait. On savait qu'on pouvait faire quelque chose de grand. On savait qu'on pouvait être le meilleur ambassadeur du Sénégal de tous les temps. Parce qu'avant, le Sénégal n'était pas connu. Et nous, grâce à nous, à ma génération, qu'on a mis le Sénégal sur la carte du monde. Parce que quand on a battu la France, le monde entier l'avait regardé et que le monde entier se disait, le Sénégal, c'est où en Afrique, c'est où dans le monde. Et que ce jour-là, tout le monde a essayé de voir où le Sénégal se situé. Et on joue contre la France, qui était champion du monde, champion d'Europe. Et on gagne 1-0 en faisant un match extraordinaire, généreux, où j'ai été élu homme du match, où je donne le but de notre victoire à Papa Bouba Diop. On gagne 1-0. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, c'est ça qui a fait débuter ma carrière. Et je me rappelle, je le dis tout le temps, quand on venait à la Coupe du Monde en 2002, quand on est arrivé à l'aéroport, on n'avait pas beaucoup de monde qui était venu nous voir. Parce qu'ils croyaient qu'on était venu seulement pour faire figuration et repartir. Et on a montré à tout le monde qu'on était l'équipe à voir, on était les hommes à connaître. Et c'est comme ça que ma carrière a commencé. Vous faites plein de gros matchs. Contre la France, Danemark, Uruguay, où tu fais Suède. beaucoup de passes décisives du coup. Ensuite vous arrivez face à la Turquie. La Turquie où vous perdez du coup en quart de finale. On perd en quart de finale pour le but en or. Ouais. Et comment tu réagis à ce moment-là, sachant que vous êtes limite dans une grande ascension. Personne ne vous attendait. Au final vous arrivez limite au top et vous perdez contre une équipe qui... Soi-disant moins forte que nous parce qu'on avait battu la France. Mais la Turquie était l'une des meilleures équipes de cette Coupe du Monde-là. Parce que le Brésil avait du mal à battre la Turquie. Le Brésil avait gagné contre la Turquie que 1-0.
Donc la Turquie était une équipe très difficile à jouer. Nous, il nous fallait un challenge. On était une équipe de challenge. Peut-être que c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on avait perdu, parce que si on avait le Brésil en quart de finale, peut-être qu'on allait passer, on allait faire le même match que la France, on allait avoir la même motivation que la France. Et ça, c'est africain, il faut l'accepter. Ok. Et ce qui nous a fait un faux bond aussi, c'est qu'on était jeunes, on était très jeunes. C'était notre première grosse compétition et que quand on a battu la France, on en avait marre, on voulait rentrer parce qu'on savait ce qui se passait au pays, ce qui se passait en Afrique, tout le monde parlait de nous. Et nous, il faut pas se leurrer aussi. On a fait la Coupe d'Afrique avec 12, 13, 14 joueurs et la Coupe du Monde avec les mêmes joueurs. Tout le monde ne rentrait pas et à l'époque, c'était les mêmes qui jouaient à chaque fois et on était fatigués. Contre la Turquie, c'est le seul match où tout le monde disait qu'on était sortis jusqu'à la veille, ceci, cela. Non. Contre la France, oui, on est sorti. Contre la Suède, on est sorti. On faisait notre vie et ça ne nous a pas empêché de gagner. Mais contre la Turquie, on était sérieux. On s'est couché même plus tôt que prévu. Quand une défaite arrive, ça arrive et que la Turquie aussi a mérité sa victoire contre nous parce qu'ils avaient fait un très bon match. Et nous, malgré la fatigue et tout ça, on a tenu. Et n'oublions pas qu'on fait contre la Suède en huitième de finale. On fait 120 minutes, but en or, et contre la Turquie, pareil. Donc, on a lâché les plumes et c'était vraiment dur de continuer. Quel souvenir, en vrai, là, actuellement, c'est quoi ton meilleur souvenir de cette Coupe du Monde 2002, excuse-moi? Le plaisir qu'on a pu donner au monde entier. Pas seulement aux Sénégalais, qu'on a pu donner au monde entier. Parce que les Français étaient fiers de nous, les Allemands étaient fiers de nous. Et qu'on avait amené un autre style de jeu. Des jeunes, beaux, jeunes, qui voulaient marquer leur empreinte, qui voulaient écrire leur propre histoire et qui voulaient donner aux futures générations à venir comme quoi c'est possible. On n'avait pas les moyens que la France avait, ou la Suède, ou les autres, mais avec le talent, le cœur et le style, on y est arrivé. Après la Coupe du Monde 2002, du coup, tu tapes dans l'œil des plus gros, tu signes à Liverpool. Liverpool qui est club de première ligue, avec, tout le monde connaît, ce grand stade Anfield, etc. Comment ça se passe dans ta tête et comment ça se passe ton arrivée du coup en Angleterre? D'abord, je devais signer à Barcelone. Après, j'ai refusé Barça. Après, je devais aller à Manchester United. Pareil, je devais aller aussi à Arsenal parce que Wenger m'a appelé. Il a appelé mes agents. Il a appelé M. Bruno Metsu, qu'il connaissait beaucoup. Gérard Rouillet de l'autre côté, qui était l'entraîneur français de Liverpool, qui appelait. Et moi, je ne savais plus quoi faire. Je faisais confiance à une seule personne à cette époque-là. Deux personnes, mes agents et Bruno Metsu. C'est là que je me rappelle, Bruno m'avait dit d'aller à Liverpool, il a parlé avec Gérard et Gérard Rouillet allait bien s'occuper de moi parce qu'il faut se dire que je parlais pas anglais à l'époque. Donc, il fallait que quelqu'un qui s'occupe de moi. Donc, c'est pour ça que je suis parti à Liverpool. Je n'ai pas regretté parce que j'ai joué dans l'un des plus grands clubs au monde, voire le plus grand stade au monde, le stade le plus mythique. Et je crois qu'aujourd'hui, partout où je vais, les supporters de Liverpool me le rendent bien. Ils chantent mon nom, ils me disent merci d'être venu là-bas et surtout de signer pour un grand club aussi prestigieux que Liverpool. Et du coup, à Liverpool, tu rencontres de grands joueurs comme Gérard, etc. Mais on entend souvent des trucs comme quoi tu t'entendais pas très très bien avec eux. Est-ce que c'est vrai ou... Non, je m'entendais pas avec les joueurs même au Sénégal, il y a des joueurs avec qui j'ai joué. Peut-être que je m'entendais pas bien avec, mais c'était rare au Sénégal. Mais je dirais que à Liverpool, vous savez, c'est ce que je dis à la nouvelle génération. Tout le monde veut jouer dans des grands clubs. Mais dans les grands clubs, c'est comme on le dit, c'est des big fish, c'est des gros poissons. Nous tous, on était des gros poissons. N'oublions pas que je suis ballon d'or quand même. Je suis double ballon d'or, je signe à Liverpool. Et à cette Coupe du Monde-là, j'étais 100 fois plus coté que Steven Gerrard et ou les joueurs qui étaient là-bas, sauf Michael Owen qui était ballon d'or européen à l'époque. Donc je viens à Liverpool, jouer dans un grand club, c'est un caractère. Et il fallait que je me fasse ma place. Et qu'eux, ils ne voulaient pas m'accepter. Et je me suis battu dans tous les sens, quand je dis battu, comme il le faut, pour me faire respecter dans ces vestiaires. Et c'est chose faite. Et je suis resté dans les vestiaires et je ne m'entendais pas du tout. Et jusqu'à présent, je ne m'entends pas avec Steven Gerrard. Mais ça n'empêche pas que c'est un grand joueur. Il y avait des grands joueurs comme Lynn Manen, Marcus Babbel, Stéphane Henschel, un des très grands joueurs. L'un des plus talentueux joueurs français, Djomet, il était là-bas, il n'a pas fait beaucoup de matchs. Il est resté au moins 4 ans ou 5 ans. Donc pour vous dire que c'est un caractère. Et Djomet méritait de jouer tous les jours. Donc, moi, ce que les Anglais, voire les Scouts, parce que quand tu habites à Liverpool, on t'appelle des Scouts, ceux qui voulaient me montrer que c'était chez eux, je ne pouvais pas l'accepter. Je suis venu ici, on m'a recruté comme vous,
je veux jouer, je vais jouer, je n'ai pas de compte à vous rendre. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer, je ne suis pas obligé de vous aimer. On est dans la même équipe. La preuve, quand il m'a fallu faire des passes décisives, je les faisais. Je jouais et il n'y a pas de problème. Mais partout où je suis passé, on ne me donne rien du tout, je m'impose. Dans tous les clubs où je suis passé, je me suis imposé, que ce soit à Glasgow Rangers, que ce soit à Bolton, que ce soit à Sunderland, que ce soit partout où je suis passé, on ne m'a rien donné, rien n'a été facile, je me suis toujours imposé pour l'avoir. Et c'est pour ça que je ne m'entendais pas avec ces scouts-là. Okay. Et si par exemple un joueur, imaginons, prenez mon exemple, j'étais un joueur pro, 21 ans, et je signe à Liverpool, quel conseil tu pourrais me donner actuellement? Est-ce que c'est un joueur prêt? Parce que moi, je suis allé à Liverpool en tant que très grand joueur. Mais un jeune joueur, est-ce qu'il va progresser à Liverpool? C'est ça le vrai problème. Est-ce que tu vas progresser à Liverpool? Il y en a beaucoup qui veulent signer. C'est comme aujourd'hui, il y a un jeune qui est au Bayern, qui était à Rennes. Je le vois, il est tout le temps, il est jamais titulaire, il est toujours remplaçant parce qu'il ne rentre pas tout le temps. Et je crois qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans ou 4 ans qu'il est là-bas. C'est le moment maintenant d'aller quelque part et de faire son trou. C'est comme il l'a fait le joueur français qui était à la Juventus et qui est venu, qui est au Bayern aussi. Coman. Ouais. Il était à Paris. Est-ce qu'il a joué un match? Je ne suis pas sûr. Il est parti à Juve. La Juve, il était remplaçant, ceci, cela. Il vient au Bayern, il s'impose. Pars dans un club. Quand tu es un jeune joueur, tu dois progresser, tu dois jouer. Un jeune joueur, je lui dirais, si tu pars en tant que grand joueur, très grand joueur, avec un caractère, avec un background, oui. Mais quand tu es un jeune joueur, pars pas quelque part où tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas avoir de temps de jeu, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de grands joueurs. Il y a des pépites qui arrivent. Regardez Kylian Mbappé. Il est venu, il n'a rien demandé, il a pris tout ce qu'il devait prendre. Et je crois que les jeunes joueurs doivent penser à ça. N'attendez pas qu'on vous donne. Allez taper sur la porte, allez marcher dessus sur les soi-disant plus âgés et tout ça, et vous prenez ce que vous avez à apprendre. C'est ça la vie. Arrivé en Angleterre, du coup, tu passes par des clubs comme Liverpool, Bolton, Leeds. Souvent qualifié de bad boy. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? De toute façon, c'est mon style, je crois, qui fait ça. Même quand on me regarde comme ça, quand les gens vont voir ces vidéos, ils vont se dire quand tu es gaulé comme moi, quand tu es beau comme moi, les gens ils ont toujours quelque chose à dire. Mais je dirais que c'est comme ça. Mais moi, je sais qui je suis, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas ce que les gens pensent de moi. C'est ce que je pense de moi, ce que ma famille pense de moi, c'est que le respect que je dois aux gens. Parce que je ne suis pas un bad boy, mais je suis quelqu'un qui a du caractère, qui se laissera faire et qui ne se laissera jamais faire. Et je crois que c'est ça qui est important. Mais peut-être que aussi m'appeler bad boy, c'est une carapace pour les autres de pouvoir me critiquer, mais je crois qu'ils ont le droit. C'est normal qu'on parle de moi, que ce soit en bien ou en mal, parce que j'ai écrit l'histoire de mon propre histoire, l'histoire de mon pays, et je fais partie des gens les plus connus de ce monde. Et c'est pour ça qu'on doit parler de moi. Pour revenir au Sénégal, on te considère comme une légende du football sénégalais, du football africain. Et on te compare souvent à une personne. Tu sais de qui je veux parler, Samuel Eto'o. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu décrirais cette comparaison? Samuel, c'est un honneur qu'on me compare déjà à Samuel. C'est un honneur qu'on le compare à moi aussi. Et Samuel El Hadj. Je crois que Samuel El Hadj, c'est comme pied droit et pied gauche. C'est mon frère, c'est mon ami. On se parle souvent au téléphone. Il y a eu des petits trucs qui se sont passés. On l'a réglé en tant que des fils d'Afrique, en tant que les 2 meilleurs fils d'Afrique de l'histoire, avec Djedje Okocha, avec Adebayor, Emmanuel, avec Rigo, Bersang, tous ces grands joueurs-là qui nous ont fait vibrer. Parce que Samuel, aujourd'hui, c'est un exemple, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. Et me comparer à Samuel, c'est un honneur, mais je dirais que c'est un frère, c'est un ami. On travaille ensemble, on a beaucoup de projets ensemble aussi, et c'est ça qui est important. Et je dirais aux Africains de croire en lui et de croire en nous, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne nos responsabilités, que ce soit les responsabilités politiques, que ce soit les responsabilités sportives, que ce soit les responsabilités, on doit les prendre et faire partie des gens qui décident pour nos pays. Du coup, là, on va parler beaucoup plus de ton après-carrière. Souvent, on dit que la période après la retraite d'un joueur professionnel, c'est l'une des pires périodes de sa vie. Toi, comment tu l'as vécu cette période-là? Franchement, je peux dire que je n'ai pas vu le temps passer. Parce qu'il y avait, comme je vous dis, vous savez qu'en France, des fois, quand je marche sur les champs, il y a des jeunes qui viennent parce que j'ai sorti pas mal de slogans et de proverbes. Okay. J'avais sorti, il y a les uns, il y a les autres et il y a les etc. Ouais. C'est vrai qu'après la carrière de foot, c'est pas facile du tout pour beaucoup de monde. Mais moi, ce que j'avais compris dès le début, au moment où j'ai commencé ma carrière, aujourd'hui, je vais vous sortir, je travaille pour mon nom et maintenant, c'est mon nom qui travaille pour moi. Okay. Donc, c'est important
quand on est jeune, c'est de se dire qu'on donne tout on donne tout, on soit le meilleur ambassadeur de son pays, de son continent. Il m'arrive même d'aller au restaurant, de finir de manger, je veux payer. On vient me dire, Monsieur Diouf, telle personne a payé pour vous, pour service rendu au pays ou pour service rendu en Afrique ou pour le plaisir que tu lui as donné. Donc, c'est pour dire à la nouvelle génération, quand on est jeune, c'est là qu'on doit tout donner parce que aujourd'hui, dans n'importe quel pays où je vais, le président de la République veut me voir, le Premier ministre veut me voir, j'ai des amis rois, j'ai des amis haut placés partout dans le monde entier. Tous ces présidents-là ou ces rois-là, ne serait-ce que contre la France, je les ai fait plaisir. Donc, ils ont envie de me voir et moi aussi, je garde ces relations-là parce qu'en les côtoyant aussi, j'apprends beaucoup d'eux. Et je dirais que c'est pas facile pour beaucoup de joueurs parce qu'il y en a qui sont moins connus. Après, c'est dur pour eux, la reconversion et tout ça. Mais moi, j'ai eu la chance tout de suite de travailler avec la CAF, d'être ambassadeur de la CAF. Je fais partout avec la CAF, je fais tout avec la CAF et je suis aussi avec la FIFA. Et je suis avec mon équipe nationale en tant qu'ambassadeur et quel conseiller des jeunes, conseiller du président, conseiller des jeunes joueurs de mon pays. Et je crois que je n'ai pas le temps de penser à autre chose parce que vous me connaissez très bien maintenant. Vous savez que je ne suis jamais à la maison. Je ne fais que voyager avec la CAF, avec la FIFA et avec l'équipe nationale du Sénégal. Pour parler de la sélection, on voit que ça fait quelques années que tu es très impliqué, notamment avec Aliou Cissé, durant la CAN, la Coupe du Monde, etc. Est-ce que tu peux expliquer en gros ton poste dans ces périodes-là, etc. Et moi, je dirais qu'il n'y a pas de poste à jouer dans la vie. Il y a un rôle à jouer. Le poste, c'est comme sur le terrain. Aujourd'hui, on te dit je joue latéral droit. Tu vas pas réussi à jouer latéral droit. Aujourd'hui, c'est si vous ne faites pas la supériorité numérique devant, vous ne pouvez pas gagner. Et c'est un rôle à jouer. Et j'ai l'habitude sur le terrain de prendre un exemple comme Dani Alves. Pourquoi le Barça gagnait partout? Parce que Dani Alves, c'était un plus devant. Et c'était quelqu'un, quand il dépassait le rond central, c'était un attaquant. C'était un milieu de terrain. Parce que je l'ai connu, quand il jouait à Séville, il était numéro 10. Donc pour vous dire seulement, c'est un rôle à jouer. D'abord, j'avais un rôle à jouer dans ma carrière. C'était de décomplexer des générations. Décomplexer ma génération. Maintenant, la nouvelle génération qui arrive, que ce soit les Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Ismaïla Sarr, tous ces petits-là, je suis là pour les accompagner, pour leur dire que j'ai été quart de finaliste d'une Coupe du Monde et eux, ils peuvent être demi-finalistes ou finalistes d'une Coupe du Monde. Quand j'ai intégré la tanière, c'est là qu'on a gagné la Coupe d'Afrique. Et je l'avais dit à Augustin, parce qu'au début, c'était pas facile. Je me suis battu avec eux parce que les gens ne voulaient pas me donner la place que je méritais et que, comme je dis, on ne m'a rien donné dans ma vie. Je vais au clash, je sais comment faire et je suis légitime et crédible pour le faire. Après, quand j'ai intégré l'équipe nationale du Sénégal, la tanière, ça s'est super bien passé avec le coach Aliou Cissé, avec qui je m'entendais super bien en tant que joueur et jusqu'à présent qui est un ami fidèle à moi, quelqu'un que je respecte beaucoup et que je ne cesserai jamais de remercier pour le bon boulot qu'il a fait en tant que joueur et entraîneur pour l'équipe du Sénégal. Et lui souhaiter aussi bon vent pour ses prochains objectifs et ses prochaines destinations. Par rapport à mon rôle, c'est d'accompagner la nouvelle génération. Quand je suis arrivé, Sadio Mané n'avait pas gagné un ballon d'or et on a discuté. J'ai appris de lui, il a appris de moi. On a discuté, je l'ai accompagné. Je lui dis que c'est le meilleur joueur de son temps. Parce qu'il faut que les gens arrêtent de dire le meilleur joueur de l'histoire. N'existe pas. C'est que les temps. Le meilleur joueur de ton époque. Parce que Pelé, il a été le meilleur joueur de son époque. Maradona a été le meilleur joueur de son époque. El Hadji Diouf a été le meilleur joueur de son époque. Samuel, ceci, ça. Mais il n'y a pas de meilleur joueur de tous les temps. Parce que les temps ne sont pas les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que si je jouais maintenant, je ne ferais pas carrière avec les réseaux sociaux. Donc, pour vous dire que c'est le temps qui détermine la personne et le temps et l'endroit qui déterminent la personne. Donc, ce que je fais avec la nouvelle génération, les accompagner, les parler et essayer aussi d'être l'équilibre avec la fédération, le ministère et cette génération-là qu'il faut comprendre et qui doivent vivre leur temps. Et je le réussis bien. Et ça, maintenant, comme vous dites, Abdou Diallo l'a dit la dernière fois, je crois que le fait qu'on a El Hadj nous aide beaucoup. Et ce que j'ai dit à ces jeunes-là, jouer, gagner et le reste, la pression, vous le laissez à nous. Et je crois qu'on a l'habitude d'avoir la pression et we can handle it. Et du coup, ta génération, quand je parle de ta génération, je parle de votre génération 2002, toi, Aliou Cissé, si je prends Fadiga, Fadiga, Papa Bouba Diop qui repose en paix.
si je prends d'autres joueurs africains, Samuel Eto'o, etc., vous avez décomplexé les joueurs africains à jouer pour leur sélection. Du coup, grâce à ça, on voit souvent d'autres joueurs, du coup, des binationaux qui ont joué avec la France, par exemple, qui se mettent à dire que ouais, ils auraient dû jouer pour le Sénégal, par exemple, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, mais c'était ça notre rôle au début, c'était de changer les choses. Parce que pourquoi les jeunes là viennent aussi, c'est parce que les choses ont changé. C'est parce qu'aujourd'hui aussi, il faut se dire une chose. On se battait avec les fédérations en se disant que l'organisation n'était pas ça. C'est pour ça que les joueurs ne venaient pas. Mais maintenant, il faut féliciter les fédérations en se disant que l'organisation est meilleure. Regardez l'équipe comme le Sénégal. On joue contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a beaucoup de moyens, plus que le Sénégal. Et nous, on joue contre l'Afrique du Sud à Dakar. On finit les matchs. On est chez eux avant eux. Donc, pour vous dire que la logistique a changé, l'organisation a changé. On ne peut pas avoir des joueurs aujourd'hui comme Sadio, comme Idi, tous ces joueurs-là qui jouent dans des grands clubs, comme Edouard, comme Khalidou, tous ces joueurs-là, et ne pas avoir une bonne génération, une bonne organisation. On ne gagne pas sur le terrain. C'est l'organisation qui fait qu'on gagne. Parce que les joueurs, il y a l'hôtel, il y a la logistique, tout ça. On les met dans les meilleurs hôtels. On les met dans le bus, des bus de malades. La nourriture, ils ont leur propre chef. Et après le match, il faut les joueurs doivent rentrer dans leur club. Il y en a qui prennent des jets privés. Moi, quand je jouais, c'était pareil. Les jets m'attendaient, je finissais. Il fallait qu'ils m'amènent. Cette organisation-là, aujourd'hui, elle est meilleure. Il faut remercier les fédérations et les ministères aussi qui sont délégués par un gouvernement, un État. Donc les organisations sont meilleures. Le Sénégal, quand on joue quelque part, on a notre avion, on a notre jet qui nous amène et qui nous attend et qui nous ramène au pays. On n'a pas ces problèmes-là où aujourd'hui les petites nations de football comme Mozambique, comme Malawi, ils font un tour pour venir. 12 heures, 11 heures pour venir à Dakar. Et nous, en jouant en Malawi, qu'est-ce qu'on a fait? On prend l'avion à Dakar, on va au Gabon, 5 heures de temps, tellement que c'est loin. Après Gabon, Malawi, 4 heures de temps et on est arrivé. Fatigué parce que c'est long. Mais je crois que la logistique était pas mal et c'était l'un des meilleures logistiques qu'on devait avoir. Donc pour vous dire que c'est pour ça que ces binationaux-là aujourd'hui viennent parce que l'organisation est là et on a la même organisation que les équipes ou les meilleures équipes de ce monde. C'est pour ça que les binationaux viennent et que les gens aussi viennent jouer aujourd'hui pour leur continent. Et je ne cesserai jamais de dire à ces gens de venir jouer pour leur pays. Et je crois que ce n'est pas les mêmes saveurs quand tu joues pour la France et quand tu joues pour le Sénégal. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec mon ami, avec un petit frère, Benjamin Mendy, qui était à Dakar en vacances. Et quand il voit les gens, comment ils sont avec moi, la reconnaissance que les gens... Parce que ce n'est pas les mêmes reconnaissances, c'est que c'est gestuel. Chez nous, on te le montre tout le temps. Je suis allé partout avec toi, tu as vu... Partout où je vais, les gens viennent à chaque fois, merci, merci, merci. Donc, pour vous dire seulement que la reconnaissance africaine n'est pas la même reconnaissance européenne. Et je crois que c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux demander à des locaux, et comme aux binationaux, comme Abdou, Khalidou, et que j'appelle même pas des binationaux parce qu'ils sont plus locaux que même maintenant les locaux. On n'arrêtera jamais de les remercier. C'est les Sénégalais, leurs parents sont Sénégalais, sont nés au Sénégal et c'est des gens aujourd'hui qui veulent apporter leur pierre à l'édifice pour le développement de notre continent et pour le développement de notre sport. D'après de nombreuses personnes, je fais partie de la catégorie des joueurs très talentueux qui sont pas allés là où ils devaient aller entre guillemets dans leur carrière, c'est-à-dire qu'ils sont pas allés au top, enfin plus haut qu'ils devaient Moi, aller. je dirais que c'est des conneries. Comme Ben Arfa ou Abou Dhabi par exemple. Non, ça n'a rien à voir. Ben Arfa n'a jamais été ballon d'or. Ben Arfa n'a jamais été un joueur phare de l'équipe de France, avec tout le respect que je lui dois. Peut-être qu'il a été un incompris. Ben Arfa, c'est pas de sa faute à lui aussi. Ben Arfa, est-ce qu'il a été dans un cadre où aujourd'hui ils ont essayé de prendre le meilleur de lui? Alors, je dirais que c'est vrai qu'il a sa part de ce qui s'est passé, mais la plupart, les gens aussi, l'ont pas mis dans un cadre, dans une bonne organisation pour s'affirmer. Donc, ça, il faut que les gens aussi prennent leurs responsabilités. Je connais Ben Arfa très bien. Il est venu à Newcastle, il a été excellent. Il a fait sa carrière, il a fait une très bonne carrière. Mais il n'a pas été poussé comme numéro 1, comme on l'a fait pour beaucoup de joueurs. En parlant de moi, je dis que c'est des faux problèmes, ça. Ça, c'est des fausses discussions que les gens ont dans leur maison. Ils me disent que je pouvais aller plus loin. Ils me disent à chaque fois que je n'ai pas été sérieux dans ma carrière. Mais j'ai connu des gens plus sérieux que moi, ils n'ont jamais rien gagné. Comme ils n'ont pas été ballon d'or. Donc moi, qu'est-ce qu'ils voulaient que je fasse? Moi, je suis un génie. J'ai été un génie. Je suis toujours un génie dans tout ce que j'entreprends. Je suis moi-même. J'ai jamais cherché à être qui que ce soit
Et c'est pour ça qu'on m'appelle Djoufi. Donc, pour dire aux gens qui se posent cette question-là, j'ai vu des joueurs sérieux, vu des joueurs talentueux, ils n'ont jamais rien gagné. Et je ne regrette rien dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui regrette parce que par où j'ai commencé avec mes grands-parents quand il n'y avait rien. Donc, de là où je suis, je ne peux pas être perdant. Donc, pour dire seulement aux gens qui disent ça, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire ni rien à dire. C'est pour ça qu'ils disent que ouais, tu pouvais aller plus loin. Non, je ne pouvais pas aller plus loin parce que je suis le premier joueur sénégalais de l'histoire à gagner le premier et le deuxième ballon d'or. Je suis le premier joueur sénégalais qui a amené notre pays en Coupe du Monde. Je suis le premier joueur sénégalais que le monde entier a parlé comme pas possible et qui continue toujours à parler de lui. Donc, j'étais là pour écrire mon histoire et je crois que je l'ai écrit et que ma vie, c'est un film tous les jours. C'est ça qui est important. Après, les gens qui disent que oui, non, est-ce que s'ils étaient à ma place, ils allaient gagner ce que j'ai gagné? C'est ça le problème. C'est la question. Et qu'il y en a aussi qui ont joué, ceux qui disent ça, la plupart. Qui sont dans les télés et tout ça, sur les plateaux de télé. Il y en a qui ont joué. Il y en a que j'ai joué. Avec qui j'ai joué. Et pourquoi ils n'ont pas fait ce que j'ai fait? Simple. Ils n'avaient pas le niveau ou quoi? C'est pas le niveau. Ils n'avaient pas le talent et ils n'avaient pas la tête. Imaginez, quand l'équipe du Sénégal jouait, tout se reposait sur mes épaules. On gagne, c'est moi, on perd, c'est moi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce que j'ai accompli dans ma vie, je crois que mes enfants sont fiers de moi, ma famille est fière de moi. Et les gens bien, je parle bien des gens bien, parce qu'il y a des gens mauvais, il faut l'accepter. Les gens bien sont fiers de moi et c'est ça qui est important. Quel stade, par exemple, ou club, là où tu as joué, qui t'a vraiment marqué, impressionné, où tu t'es dit waouh? Moi, je dirais que Bolton m'a beaucoup impressionné parce que quand on est arrivé à Bolton avec 0, on a été extraordinaire. Parce que Sam Allardyce, un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu dans ma vie, que je passe le bonjour, hey Big Sam, I hope you good. Sam Allardyce, quand il m'a pris, l'année-là, on avait Djidji Okocha, Fernando Hierro, Ivan Campo, Gary Speed, Bruno Ngoti. On finit 4e du championnat ou 5e du championnat anglais qui est l'un des championnats les plus difficiles. On joue la première fois la Coupe d'Europe avec Bolton. Et je marque le premier but de l'histoire de Bolton en Coupe de l'UEFA comme je l'ai fait avec Rennes. Donc, je dirais que Bolton m'a marqué beaucoup parce que cette année-là, on a été extraordinaire. On tape Arsenal chez nous, Manchester United. Tous les grands clubs chez nous, ils avaient perdu et on faisait des très bons matchs. Et on faisait du football champagne. Et avec Djidji Okocha et Stelios Giannakopoulos, le grec qui a gagné la Coupe d'Europe. Kevin Davis, Kevin Nolan, Ricardo Garner. On avait fait une saison extraordinaire, mais je crois qu'au niveau footballistique, ça m'a marqué. Mais au niveau des supporters, on parle de Liverpool aussi, mais je dirais que le Glasgow Rangers, c'est pas mal. Ibrox Park, où on gagne les triplés, Coupe, Championnat, Coupe d'Écosse. Ibrox, c'est comme Liverpool, c'est comme Celtics. Mais je dirais qu'Ibrox m'a marqué par les supporters. Parce qu'il y a les supporters de Glasgow Rangers un peu partout dans le monde. C'est parce que tous ceux qui sont protestants sont Glasgow et tous ceux qui sont catholiques sont Celtic. Et c'est deux grands, massifs clubs. Moi, je dirais que Glasgow m'a marqué aussi. Et Leeds United aussi m'a marqué. Parce que Leeds, c'est comme Marseille. Une ville, un club. Une ville où on ne peut pas faire deux clubs. Tout le monde adhère à l'organisation de Leeds. C'est un grand club aussi, avec des très grands supporters, parce que partout, on allait à l'extérieur, on avait quand même 10 000, voire 12 000 supporters. C'est énorme. Là, si tu devais te mettre sur le marché aujourd'hui, imaginons que tu es encore un joueur en activité, tu penses que tu vaudrais combien? Là, si je jouais là maintenant, ouais, je ferais partie des 3 meilleurs joueurs de ce monde. Il a dit. Sûr et certain. Il l'a dit. Sûr et certain. Si je jouais aujourd'hui, je ferais partie des 3, voire les 2 meilleurs joueurs au monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, ceux qui sont meilleurs, c'est les joueurs de ma génération même. Messi, Cristiano Ronaldo. Ouais. J'ai joué contre Cristiano plein de fois. Messi, j'ai pas pu parce qu'il était en Espagne, moi j'étais là. Et donc pour vous dire seulement qu'aujourd'hui, le monde est en perte de très grands joueurs. Aujourd'hui, si tu finis avec Messi, Cristiano, Neymar, Mbappé, qui te fera rêver de cette génération-là? Sadio, en Afrique, Mahrez, Mo Salah. Ouais. Après, il y a qui? Aujourd'hui, on se pose des questions. Qui va gagner le Ballon d'Or et pourquoi il gagne et comment il va le gagner? À notre génération, il n'y avait pas ça. Quand Samuel devait gagner, il gagne devant El Hadji Diouf, Didier Drogba, Djidji Okocha, Benny McCarthy, Rigobert Song, même en tant que défenseur. Il gagne devant pas mal de très grands joueurs
qui étaient là. Adebayor, moi je gagne le ballon d'or, imagine le nombre de grands joueurs qui étaient là. Donc pour vous dire seulement, nous, il n'y avait pas de questions à se poser quand on devait gagner le ballon d'or. Le monde entier devait se dire qu'il le mérite et c'est tout. Donc aujourd'hui, le monde est en perte de joueurs. On peut me parler des joueurs. Vinicius, c'est pas ma tasse de thé. Il fait du bon boulot avec le Real, mais c'est pas le joueur qui m'a fait rêver. Mais par contre, le monde a à voir l'ombre de Messi, qui est Lamine Yamal. Moi, je l'appelle l'ombre de Messi, parce que Messi, c'est autre chose. Messi, c'est autre chose, mais Lamine Yamal, il est en train de nous montrer les débuts de Messi. Mais est-ce qu'il va devenir le haut? Ça, je ne suis pas encore sûr. Ça reste à voir. Et j'espère et comme je dis, il restera à Barcelone pour sa progression. Rester à Barcelone, pour lui, c'est rester de jouer avec les joueurs qu'il aime. Parce que c'est la même formation. Maintenant, quand tu viens à Paris, tu deviens un patron. Est-ce que tu es prêt à devenir un patron? C'est ça le vrai problème. C'est comme les joueurs comme Koulibaly. Tu le vois, quand il jouait en Allemagne, il était bon, très bon. Mais quand tu viens dans des grands clubs où aujourd'hui, tu as toujours la pression de vouloir gagner la saison d'après la Champions League. Donc, ces joueurs-là, comme Koulibaly, tout ça qui vont venir, c'est sûr que ça va pas... On savait que ça allait pas donner. Parce qu'ils n'ont pas le caractère pour jouer à Paris. Parce que Paris, c'est un caractère. Marseille, c'est un caractère. Et voilà. Mais je dirais que le monde est en perte de joueurs aujourd'hui. Pour revenir encore une fois sur le Sénégal, on voit que tu as été impliqué avec la sélection, mais tu es aussi impliqué politiquement. Comment tu verrais le Sénégal, toi, dans 10 ans? C'est quoi ton but, entre guillemets, pour ce pays-là, dans 10 ans, culturellement, politiquement et sportivement? J'ai toujours dit que je suis quelqu'un qui prend ses responsabilités. Et aujourd'hui, le président, il a été élu par le peuple. Et la Diouf a été élu par le bon Dieu. Et qu'aujourd'hui, j'ai fait pour mon pays. Et j'ai le droit de parler politiquement. J'ai le droit de parler dans tous les domaines dans mon pays parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un plus légitime et crédible que moi. Et qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai à dire aux leaders de nos continents, d'écouter les gens qui disent ou bien de dire à vos jeunesses, l'avenir et la jeunesse, c'est le présent. C'est maintenant. Il ne faut pas qu'on utilise une jeunesse pour des bagarres. Parce que cette jeunesse-là, demain, il va se retourner contre toi. Il ne faut pas qu'on utilise la jeunesse pour autre chose. La jeunesse, il faut leur donner un cadre où ils pourront s'épanouir. Parce qu'aujourd'hui, simple, tu vas en Afrique, il y a des pays, tu vas dire, tu vas éduquer des gens, mais quelqu'un qui est pauvre, qui peut pas manger, qui n'a pas à manger, quelqu'un qui a pas l'autosuffisance alimentaire, la pauvreté s'installe dans ce pays. Il ne peut pas être éduqué, c'est impossible. Ce qu'il faut faire en Afrique aujourd'hui, au lieu de faire de dire aux gens, allez à l'école, étudier ceci, cela, non, on fait des écoles de performance. Les gens qui veulent faire n'importe quelle discipline, ils iront dans ces écoles de performance-là et ils vont apprendre et ils vont être éduqués. Et ils vont être les hommes, voire les cadres, voire les meilleurs sportifs de l'Afrique de demain. La preuve, c'est que je déplore tout le temps. On est content. On va aux Jeux Olympiques, on a 1 médaille d'or et l'Afrique est content. Pour moi, c'est du n'importe quoi. L'Afrique doit avoir des ambitions, d'avoir les meilleurs cadres, les meilleures ressources humaines, les meilleurs sportifs. Et on a un continent jeune. Et il ne faut pas dire à cette génération-là, demain c'est vous, non, c'est maintenant. Donnez-leur beaucoup d'opportunités pour travailler et pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et je crois qu'aujourd'hui, nos leaders, c'est ça leur rôle. Et c'est pour ça que je m'impliquerai parce que je n'ai jamais été quelqu'un qui accompagne, je suis quelqu'un qui prend des décisions et je serai toujours un leader et quelqu'un qui a travaillé pour son pays, pour son continent et qui a son mot à dire parce que personne n'est plus légitime ni plus crédible que moi pour être au devant de la scène. Et du coup, pour finir, quel conseil donnerais-tu aux jeunes Africains de la diaspora? C'est bien d'être de la diaspora, c'est bien d'être ici, de travailler. Après, à un moment donné aussi, comme la diaspora s'implique beaucoup pour leur pays, c'est à un moment donné, quand on est là, c'est bien de travailler, de s'adapter à la vie française, à la vie espagnole, et où que ce soit où vous êtes. Le plus important, c'est qu'il faut penser à retourner au pays et ce que vous avez appris ici, de le redonner à la génération qui sont là-bas et qui n'attendent que ça. Et c'est pour ça que quand j'ai fini ma carrière, je me suis dit, j'ai rien à faire ici. Je dois aller dans mon pays, travailler, donner mon savoir. Et le pays m'a tout donné. Maintenant, c'est à moi de tout donner au pays. Merci beaucoup pour ce temps accordé en tout cas. Merci. Bon, et Mordu, merci encore d'avoir été attentif et d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous parce que vous regardez tout le temps les vidéos mais vous vous abonnez jamais. Abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo et voilà, n'oubliez pas, c'est ça être un Mordu de sport. Nickel les gars. Merci.